Gilles Boublot, directeur général de Télévision publique foncier Île-de-France pour le moment. Donc, première question que je vais vous poser, c'est des ambitions, des enjeux très importants pour les mois à venir, pour les grands EPF. Pouvez-vous m'expliquer en deux mots quel est l'enjeu le plus important pour vous en tant que directeur général des télévisions foncières Île-de-France? Alors, il y a deux enjeux en fait. Il y a un enjeu opérationnel et un enjeu stratégique. La création de cet établissement, elle répond, je pense, à cette double vocation. L'enjeu opérationnel, c'est de faire plus que ces 4 parties. Notre objectif, c'est 20% de plus, c'est-à-dire à horizon 2020, de produire du foncier qui permettra de réaliser 12 000 logements par an. Ce qui est assez considérable par rapport à la production attendue en Île-de-France. Donc c'est 20% de plus que la somme des 4 parties aujourd'hui. Ça, c'est le premier objectif, parce que c'est d'abord ce qu'on attend de nous, c'est d'être un peu un outil de production. Mais il y a un deuxième enjeu qui est lié effectivement, qui justifie le fait de se mettre à l'échelle régionale, qui est celle de la métropole et de la région. C'est un enjeu stratégique d'accompagner les grandes stratégies territoriales à horizon 2030. En particulier tout ce qu'il y a autour du Grand Paris Express qui va être réalisé dans les 10-15 années à venir. Tous les enjeux en termes de réserve foncière qu'il faut mener autour notamment de ces gares, de ces secteurs de gare, mais aussi un peu partout, dans le recyclage de la ville sur elle-même, comme il y a 60 ans, on avait fait des réserves foncières dans les terres agricoles pour faire les villes nouvelles, pour faire simple. Et aujourd'hui, on a un nouvel enjeu, le même, mais dans l'urbain. Alors, j'ai entendu donc mutualisation, diversification, consolidation d'un opérateur connu et reconnu, certes, mais quels sont les moyens que vous notez pour justement atteindre ces ambitions? Alors, notre ambition, elle repose d'abord sur des moyens humains, puisque nous allons regrouper les équipes des 4 établissements. Donc ça fait 160 personnes qui vont être déployées sur 3 sites, puisqu'on va essayer de rester au plus près des territoires. C'est aussi des moyens évidemment techniques et financiers. Alors, un EPF, ça repose sur une recette qui s'appelle la TSE, taxe spéciale d'équipement, qui est votée par le conseil d'administration. Qui reste stable, je crois. Qui va rester stable, effectivement, mais qui va être quand même assez significative, puisqu'elle correspond à 10 € par habitant de la région. Vous voyez, ça fait un peu plus de 110 millions d'euros prévisionnels pour l'année 2016. Alors elle sera évidemment votée par le conseil d'administration qui aura voté le budget d'ici 2 mois. Mais voilà. Et évidemment, le reste de nos moyens après, c'est nos recettes de cession. Quand on revend des terrains, évidemment, on réinjecte immédiatement l'argent sur de nouvelles acquisitions. Alors, je vois que vos activités ont effectivement sont accrues. Nous sommes à l'équivalent des 4000 logements donc cédés par vous pour les opérateurs, des cessions qui grandissent. Vous n'avez pas finalement été affecté par la crise immobilière que nous avons vécue ou que nous continuons à vivre aujourd'hui? Non, parce qu'on est un outil contracyclique, justement, par construction. On est là pour veiller à ce que, même quand effectivement les opérateurs privés touchés par la crise ont tendance à prendre du recul, on est là pour continuer à avancer, de manière à ce que d'ailleurs, quand ça redémarre, et on le voit aujourd'hui que ça redémarre un petit peu, de pouvoir leur proposer immédiatement des perspectives foncières. Alors effectivement, cette année, on a un peu cet effet, on a aussi l'effet que notre activité elle monte en régime, et donc cette année, je pense qu'on bat nos records avec 130 millions d'euros de cession, et à la clé au moins 4000 logements, plus quelques activités économiques, bien sûr, de collectivités économiques. Alors, une dernière question qui est beaucoup plus philosophique, j'allais dire. Vous mentionnez dans votre discours et dans l'écrit l'intérêt général, mais en même temps, vous maniez bien les outils de marché. Et je me pose toujours la question, un établissement public foncier doit-il obéir l'intérêt général ou le marché? Question. Alors, on est un établissement public, industriel et commercial. Donc on est effectivement... On m'a souvent posé la question, moi j'explique, je suis un acteur du marché, de la chaîne des acteurs. Vous avez les aménageurs, les opérateurs, les donc collectivités. Donc vous êtes un pourvoyeur de foncier finalement? Je suis pourvoyeur de foncier. Donc je suis un acteur de la chaîne, mais je suis dans une logique où moi je ne crée pas de la valeur pour des actionnaires, pour des acteurs privés, ce qui est légitime d'ailleurs, mais j'essaye de créer de la valeur urbaine selon des conditions définies par mes mandataires qui sont les collectivités. Donc un EPF, c'est un outil qui crée de la valeur urbaine. Évidemment, ça passe par une vraie réflexion sur l'économie du foncier, voilà. mais effectivement, qui s'insère dans un jeu d'acteurs qui, eux, ont des logiques tout à fait économiques.
Une dernière question que j'ai envie de vous poser, avec l'assemblage des 4 opérateurs fonciers d'Île-de-France dans un seul, ça va créer quand même des tensions, non des élus des différents horizons, différentes chapelles politiques. Comment allez-vous faire pour, quelque part, trouver une unisson Déjà, l'unisson, il va se trouver dans la gouvernance de cet établissement. C'est-à-dire que tous les territoires sont représentés, tout le monde a le même droit à la parole. Ça c'est le premier aspect. Après, effectivement, les élus à la tête des 3 établissements publics fonciers départementaux n'étaient pas véritablement favorables à cette fusion, il faut être clair. Bon, je les ai rencontrés. Je pense qu'ils considèrent aujourd'hui que ça se fait en respectant quand même la continuité de l'action et des politiques foncières qui étaient menées dans leur territoire. Alors, on le retrouve parce qu'on conserve des équipes opérationnelles, et même pour certaines qui restent sur les territoires, mais qui désormais, effectivement, traduiront une stratégie qui est définie. Donc pour eux, il n'y aura pas des changements fondamentaux par rapport à la maîtrise foncière et les objectifs urbains qui sont fixés. Il y aura toujours des équipes à leur service, oui, identifiées. Et après, ils contribueront à la stratégie quand même, au lieu d'être définie effectivement à l'échelle d'un département ou de plusieurs départements, d'une partie de la région, elle sera définie, mais tout le monde aura la même voix au chapitre à l'échelle de l'ensemble de la région. D'accord. Bon, dernière question, c'est un joker. Ce ne sera pas trop turbulent cette période qui s'annonce, 2016 pour vous, en tant que grand établissement public foncier? Jusqu'à présent, ça s'est bien passé, puisqu'on a une gouvernance, on a réussi à mettre en place une organisation. Donc après, c'est vrai qu'une fois que les équipes seront regroupées, une fois que le conseil d'administration sera constitué, il y aura certainement des réglages à faire. On les fera. Toutes les équipes sont motivées. Vous restez confiant, quoi. Oui. Merci.